Bonjour à toutes et à tous. Alors, après 1945, il faut bien s'imaginer que le monde est en ruine. C'est une page qui se tourne, et sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, un ordre géopolitique complètement nouveau va émerger. Entre 1945 et les années 70, les règles du jeu international sont en fait totalement réécrites. C'est cette histoire-là, celle de la naissance de notre monde actuel, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pour commencer, cette phrase de John F. Kennedy, prononcée à Berlin en 63, elle est percutante. Le mur dont il parle, ce n'est pas juste du béton, hein. Non, c'est le symbole d'une une fracture idéologique qui va couper la planète en deux. En une seule image, on est plongé directement au cœur de ce qu'on va appeler la guerre froide. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Parce que, si le monde a l'air de s'organiser bien sagement autour de deux superpuissances, est-ce que cet ordre a vraiment été total? Est-ce qu'il a été accepté partout et par tout le monde? En fait, cette question, elle nous pousse à regarder un peu au-delà des apparences pour saisir toute la complexité de cette période. Bon, pour bien comprendre cette période, la première chose à faire, c'est d'identifier les deux grands protagonistes de cette nouvelle ère. Deux superpuissances qui vont vouloir imposer leur vision du monde. Ce qu'il est vraiment fondamental de saisir, c'est que c'est une opposition totale entre deux modèles. D'un côté, on a le bloc de l'Ouest, mené par les États-Unis, qui défend la démocratie libérale, le capitalisme, et de l'autre, le bloc de l'Est, sous la coupe de l'URSS, qui promeut un modèle communiste avec un parti unique et une économie entièrement planifiée. Ce ne sont pas juste des petites différences politiques, là, ce sont deux visions du monde qui s'affrontent frontalement. Et ce phénomène, il a un nom, la bipolarisation. C'est un concept absolument clé pour toute la période, à maîtriser pour le bac. Ça décrit précisément cette organisation du monde autour de deux pôles, Washington d'un côté, Moscou de l'autre, où chacun va chercher à étendre son influence et finalement forcer les autres nations à choisir leur camp. Cette division, au début, elle est idéologique. C'est Churchill qui l'avait baptisée le rideau de fer. Mais à Berlin, elle va devenir bien réelle. En 1961, la construction du mur matérialise cette fracture. Berlin devient alors comme une cicatrice au cœur de l'Europe, l'épicentre de toutes les tensions et sans doute le symbole le plus poignant de ce monde divisé. Mais attention, cette opposition idéologique, elle ne reste pas juste dans les discours. Elle va engendrer une rivalité permanente qui va être rendue infiniment plus dangereuse par une invention absolument terrifiante, l'arme nucléaire. Et regardez à quelle vitesse l'arme atomique se propage, c'est fou. En moins de 20 ans, le club nucléaire s'élargit. Après les États-Unis, c'est l'URSS qui l'obtient, puis le Royaume-Uni, la France et enfin la Chine. Cette prolifération, ça change tout. La menace d'une destruction mutuelle plane désormais en permanence sur le monde entier. Et ça donne naissance à une doctrine qui peut sembler complètement paradoxale. L'équilibre de la terreur. L'idée, c'est que personne n'osera attaquer en premier, par peur d'être complètement anéanti en retour. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. C'est ça qui empêche un affrontement direct entre les deux superpuissances, mais qui maintient le monde dans une tension constante. Mais alors cet équilibre, est-il vraiment si stable? Eh bien, en octobre 1962, le monde entier retient son souffle. La crise des missiles de Cuba, c'est le moment où cette logique de dissuasion a été poussée à son point de rupture. On n'a jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire. Ce témoignage de Robert Kennedy, qui était à l'époque conseiller de son frère, le président, est absolument saisissant. Il traduit bien l'angoisse de ces dirigeants qui sentaient que la situation leur échappait, que la mécanique de l'escalade pouvait vraiment mener l'humanité à sa perte. Ça donne un aperçu vertigineux de la pression qu'ils ont subie pendant ces quelques jours. Et paradoxalement, c'est ce choc, cette peur partagée du gouffre qui va finalement mener à un changement. Après la crise, les deux grands, comme on les appelait, prennent conscience qu'il est absolument nécessaire de dialoguer pour éviter l'apocalypse. C'est le début de ce qu'on va appeler la détente, une période d'apaisement, au moins relatif, des tensions. Mais attention, pendant que Washington et Moscou se regardent en chien de faïence, une autre histoire, une histoire immense est en train de se jouer. Une vague de décolonisation est en train de redessiner complètement la carte du monde et de contester cette logique bipolaire. Ce processus de décolonisation, il s'accélère juste après 1945 pour 3 raisons principales. D'abord, les puissances européennes, comme la France ou le Royaume-Uni, sortent de la guerre très affaiblies. Ensuite, les deux superpuissances, pour des raisons à la fois idéologiques et stratégiques, soutiennent la fin des empires coloniaux. Et enfin, et c'est le plus important, des mouvements locaux en Asie et en Afrique luttent pour leur indépendance. Ces nouveaux États, qu'on commence à appeler le tiers-monde, refusent de n'être que des pions sur l'échiquier de la guerre froide. Lors des conférences de Bandung en 1955, puis de Belgrade en 1961, ils fondent le mouvement des non-alignés. Leur but est clair, créer une troisième voie, indépendante de Washington comme de Moscou. Et ce mouvement,
il n'est pas abstrait. Il est porté par des figures très charismatiques. Des leaders comme Nero en Inde, Nasser en Égypte ou encore Tito en Yougoslavie, qui, lui, bien que communiste, avait déjà osé défier Staline des années auparavant. Ce sont eux qui vont donner un visage et une voix à cette ambition d'un Sud autonome. On a donc un monde qui semble coupé en deux, bien net. Mais si on y regarde d'un peu plus près, cet ordre, qui paraît si rigide, est en réalité parcouru par de nombreuses fissures. On voit bien ces lignes de fracture. Elles existent à l'intérieur même des blocs, elles existent entre les blocs avec l'émergence du tiers-monde, et elles existent même au sein des sociétés, avec cette vague de contestation mondiale qui va culminer en 1968. Parce que non, les blocs ne sont pas monolithiques, loin de là. Le monde communiste lui-même se fracture, avec la rupture spectaculaire entre la Chine de Mao et l'URSS. Et quand la Tchécoslovaquie tente de libéraliser son régime pendant ce qu'on a appelé le printemps de Prague en 68, la réponse de Moscou est brutale, l'envoi des chars. C'est bien la preuve que l'unité du bloc de l'Est repose avant tout sur la force. Le tiers-monde, même avec toutes ses difficultés, agit comme une fissure permanente dans cette logique binaire. Le mouvement des non-alignés, c'est un rappel constant pour les deux superpuissances. Le reste du monde existe et il a sa propre voix. Et puis, il y a l'année 1968. C'est un phénomène mondial. Des jeunes manifestent à Paris, à Berlin, à Mexico, aux États-Unis. Ils manifestent contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques, pour plus de liberté. Ce qui est fascinant, c'est que cette contestation de l'autorité, elle traverse le rideau de fer et elle touche les deux camps. Au final, la réponse à notre question de départ se dessine assez clairement. Oui, l'ordre mondial de cette période est bien structuré par la bipolarisation, par la rivalité entre les États-Unis et l'URSS, mais cette logique, elle n'est jamais totale, jamais absolue. Elle est sans cesse remise en question, à la fois de l'intérieur, par des divisions au sein des blocs, et de l'extérieur par l'émergence du tiers-monde. Le monde est bien plus complexe qu'une simple opposition binaire. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une ouverture. Cette logique de bloc, cette rivalité entre grandes puissances, cette méfiance. Est-ce que c'est juste une page d'histoire qui est tournée, ou est-ce qu'on retrouve des échos de la guerre froide dans les tensions géopolitiques d'aujourd'hui? La réflexion, elle reste ouverte.